Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes accompagné des cadres du ministère qui connaissent bien la maison, qui ont régulièrement reçu nos rapports d'activité, qui sachent aussi ce que nous avons fait avec tous les projets qui interviennent dans le pôle, dont le Padma. Et nous avons eu la chance avec le ministre également d'avoir sa bénédiction pour la mission. Nous voudrions vous remercier pour cette disponibilité malgré le temps court d'information. Et nous voudrions nous excuser pour cela parce que, au regard de l'importance et de la place déterminante des ATDA dans la mise en œuvre du Padma, si vous aviez été préparé plus tôt, informé plus tôt, on aurait certainement eu plus d'informations. Mais malgré tout, cette rencontre est une rencontre que nous dirons introductive. La mission se poursuit jusqu'à la fin du mois. Chaque instant est un moment favorable pour que nous puissions trouver des moyens et des occasions d'échanges et de rencontres. Elle est une mission conjointe gouvernement, FIDA, FAO. Et vous verrez autour de la table les partenaires de mise en œuvre qui sont avec nous, qu'ils soient de AGETIP, qu'ils soient de la FENOMA. Nous avons eu l'opportunité d'avoir la présence de différents partenaires clés qui participent à la mise en œuvre du projet. Cette mission, ce que vous voyez ici est une partie de l'équipe. Une autre partie s'est dirigée vers Grand Popo pour continuer ensuite à l'intérieur du pays. Et donc nous nous sommes divisés en deux axes. Et c'est un axe qui est celui-là. Le ministre l'a dit au cabinet, c'est une mission qui va permettre de faire le point de la mise en œuvre du Padma, mais également d'identifier les axes d'intervention, les points clés pour une extension de ce projet. Ce projet est le vôtre, vous l'avez mis en œuvre. Nous ne pouvons pas venir ici sans vous remercier pour la contribution que vous avez apportée à la mise en œuvre de ce projet. Vous, votre équipe, vos partenaires, c'est vous qui portez le projet sur le terrain, c'est vous qui donnez les orientations et qui appuyez la mise en œuvre et le déploiement du projet. Nous ne pouvons que vous remercier pour la contribution que vous avez apportée et vous solliciter encore plus pour les temps qui viennent, qui vont être des temps d'achèvement de la phase actuelle, de préparation de l'extension et de mise en œuvre de l'extension. Ce projet est un projet important en ce sens qu'il s'intéresse à un domaine bien clé qui est le maraîchage. Et quand on connaît l'importance du maraîchage dans ce pays, quand on connaît le potentiel et les opportunités du maraîchage dans ce pays, on ne peut que reconnaître la pertinence de ce projet. Sa mise en œuvre a connu du retard, sa mise en œuvre a connu des difficultés, mais ensemble, on est arrivé à trouver une lancée. On est arrivé à trouver une dynamique qui convainc qu'il y a une opportunité d'aller plus loin. C'est la raison pour laquelle la mission est là. Et puisque vous avez été au cœur de la mise en œuvre, la mission aimerait échanger avec vous, avoir votre perception sur ce projet, avoir également vos contributions sur comment l'améliorer et surtout comment dessiner une extension de ce projet. Personne mieux que vous ne peut connaître les besoins des producteurs parce que vous êtes en contact avec les producteurs. Vous avez dit que vous êtes le collaborateur du ministre, chargé de l'ATDA. Et donc, connaissant justement les orientations du ministère, nous avons besoin de vous entendre sur comment vous avez collaboré avec le projet. Qu'est-ce que vous pensez d'un projet comme le Padma et comment le Padma peut faire en termes d'extension. La zone ici est une zone particulière. Une extension sera certainement des zones nouvelles, mais une consolidation dans la zone actuelle. Et c'est tout cela que la mission voudrait discuter avec vous. Nous savons que votre temps est limité. Je vais laisser la parole aux membres de la mission
pour échanger, mais peut-être que si vous avez un mot ou une présentation justement de l'activité, de la collaboration ensemble, ça permettra à la mission de mieux se préparer. PADMA, dans sa mise en œuvre, s'est ajusté avec le temps. Le projet avait même déjà commencé avant que les ATDA ne soient installés. Et ça a fait que les agents de terrain qu'ils avaient positionnés au départ, étant dans la phase de transition entre les cadets qui ont été liquidés et le processus de restructuration en cours pour mettre en place les ATDA, ils les avaient positionnés au niveau des mairies. Bon, c'est avec le temps que nous avions jugé utile de revoir ce dispositif-là afin d'intégrer le personnel du terrain, de suivi du terrain du PADMA dans le personnel d'encadrement des ATDA. On l'a fait il y a quelques... Bon, c'était déjà dans les faits, dans la pratique comme ça, mais ça a été formalisé il y a quelques mois où le personnel d'encadrement de PADMA était reversé dans le dispositif complet d'ATDA. Ils sont sur le terrain sous la supervision et le contrôle du dispositif de l'ATDA, du pilotage de l'ATDA. Les activités... Il s'agit de TSM? C'est TSM, oui. Les activités, avant que l'on arrive là, les activités du PADMA annuellement sont discutées au niveau de chacun des pôles pour qu'on définisse ensemble le programme de collaboration annuel. Et nous avons des instances qui se contient 2 fois par an pour valider un certain nombre de les plans de campagne, les projets des demandeurs de financement, les agri-entrepreneurs qui demandent de financement. Donc, à travers le comité de pilotage, c'est bien comme ça, hein? On appelle l'instance la comité de pilotage où chaque année, on se retrouve en équipe mixte, l'ATDA, les agents des mairies, comme le personnel du projet même, pour passer en revue les dossiers de financement qui sont pour les promoteurs agricoles qui sollicitent du financement au niveau du PADMA. C'est fait. Les instances se tiennent aussi bien pour valider les dossiers relatifs à PADMA comme à PADAM. On mutualisait les efforts pour pouvoir le faire. Donc, il y a ce travail-là que nous faisons ensemble. Pour ce qui est de la réalisation des infrastructures ou bien l'acquisition des équipements au profit des acteurs, nous travaillons avec l'UGP à travers nos équipes de démembrement au niveau des communes, les travaux qui sont contractualisés par le biais des mairies. Il y a notre accompagnement technique à la base qui suit ce qui se fait sur le terrain avec le dispositif des mairies pour les acquisitions qui se faisaient au profit des groupements à la base. Nous suivons toutes ces activités avec le projet. Et en dehors de ça, pour ce qui est des réalisations sur le terrain, de par notre rôle de coordination des interventions, nous avons un droit de regard sur tout ce que les projets programment le font. C'est en cela que les prestataires qui font les aménagements dans le cadre du PADMA, que ce soit les aménagements réalisés avec l'approche IMO, là, que ce que le partenaire AGTIP fait, on est toujours ensemble avec eux pour cérémonie de remise de site suivi de la réalisation des entreprises et capitalisation de ce qui est fait pour pouvoir permettre d'assurer le suivi de l'exploitation. Il est vrai que tout n'est pas nickel dans ce dispositif-là, mais on a essayé quand même d'accompagner le mieux qu'on le pouvait pour ce qui est fait sur le terrain. En dehors de ces accompagnements pour la réalisation des activités sur le terrain, nous avons, sur sollicitation
l'UGP même revu notre collaboration qui s'est étendue depuis à partir de l'année passée à utiliser notre dispositif de passation des marchés pour passer un certain nombre de marchés au profit du projet. C'est le cas des marchés pour la réalisation des infrastructures de magasins et consorts. Et cette année-ci, le champ de collaboration sur cet aspect-là aussi s'est élargi où il y a des choses même à acquérir pour le compte de l'UGP pour pouvoir permettre à ce que la chaîne de passation des marchés soit plus fluidifiée. Les ATDA étant des structures autonomes avec les organes de passation de marché autonomes à l'ATDA, des acquisitions qui se font au profit des acteurs. Dans le cadre de projet, on a eu un protocole d'accord avec l'UGP pour que notre dispositif soit utilisé, parce que ça va permettre à ce qu'il y ait une certaine célérité comparativement à ce qui se faisait où tout était centralisé au niveau du ministère ou au niveau en utilisant le dispositif de passation des marchés. C'était parce que tous les projets, toutes les directions techniques qui sont là-bas. Hein. PADMA et comme PADAM, ils ont trouvé cette approche-là alternative pour s'appuyer sur les magasins. Bon, on avait commencé pour les magasins, mais cette année-ci, ce qu'ils ont, les besoins qu'ils ont exprimés, ça va au-delà des magasins. Bon, on leur a demandé de faire ils ont communiqué les intentions. On a dit d'affiner ça et de nous tomber avec l'explication technique pour qu'on aille toucher notre plan de passation aussi, pour intégrer ça dedans avant de faire chose à main. Pour le compte de cette année, ça va au-delà des magasins et ça prend en compte des sollicitations de PADAM aussi, au-delà de PADMA, pour pouvoir faire les choses. Bon, c'est pour dire dans des grandes lignes les points, les axes sur lesquels nous avons collaboré avec PADMA, et pour dire de l'autre côté les impacts sur le terrain. Nous avions apprécié l'intervention de PADMA pour nous accompagner, puisque les acteurs profitent desquels tous les appuis là se font, ce sont nos producteurs, les producteurs agricoles qui sont dans le pôle, qui sont normalement sous la gestion, l'accompagnement de la TDA. Donc tout ce que le projet fait, c'est capitaliser comme appui du ministère dont la TDA est garant. Et c'est en ce sens que nous avions en son temps beaucoup apprécié les accompagnements pour la mise en place, la mise à disposition des intrants, des semences maraîchères, surtout à la suite de l'effet du changement de fermeture de la frontière où les producteurs, surtout les maraîchers de grands propos, ont suivi beaucoup de pertes. Le PADMA nous est venu en aide en nous mettant des engrais, des intrants à disposition pour pouvoir permettre à ces producteurs-là de relancer leur activité. Pareil pour les appuis pour les équipements d'irrigation, les motopompes et consorts qui ont été mis à disposition des acteurs de la filière et qui a permis en son temps de constater quand même une relance de l'activité de production au niveau de la filière maraîchage dans le pôle 7, où chaque année, à l'évaluation du niveau de mise en œuvre de la campagne, on enregistre quand même des niveaux de réalisation des intentions de la campagne assez satisfaisants pour un certain nombre de filières de culture maraîchère grâce primordialement aux accompagnements de PADMA et éventuellement l'appui d'autres projets également, mais celui de PADMA a été de grande importance pour pouvoir impacter les acteurs de ces filières-là, de ces cultures-là au niveau du projet. Vous n'êtes pas sans savoir que chemin faisant dans la mise en œuvre de PADMA, les objectifs qui avaient été communiqués aux producteurs, surtout en matière de réalisation d'aménagement,
ont été revus. Et ça fait qu'on ont été revus à la baisse. Ça fait que dans plusieurs localités, des producteurs qu'on avait accompagnés, on avait sélectionné pour dire on va faire les aménagements pour vous. Beaucoup ont vu cette promesse-là qu'on avait fait ne pas être honorée. Et à des endroits où ça a été fait, les superficies annoncées au départ ont été réduites par endroits. Et il y a cette attente-là aussi qui est encore sur le terrain. Et c'est quand on parle d'extension, il est vrai, vous avez su bien dire que ça doit aller vers d'abord la consolidation de ce qui est fait au niveau de la phase qui est en cours maintenant. Donc, cette consolidation-là, pour nous, c'est d'abord pas d'abord, c'est surtout d'aller compléter ce qu'on a promis aux gens qu'on n'a pas fait. Parce que pour ça a laissé un arrière-goût amer dans la perception des producteurs. Bon, il y a des endroits même où dans notre rôle de coordination, on avait déplacé certaines interventions pour dire non, dans tel village là, Padma a déjà promis tel projet ou bien même le projet de PNDF qu'on devait faire là, on ne va pas aller vers là parce que c'est déjà prévu. Mais enfin, bon, ça n'a pas été fait. Donc il y a d'abord ces aspects-là dont il faut qu'on tienne compte dans la formulation. Nous avons au niveau du pôle 7 24 communes au total, mais chez nous, Padma intervient dans 15 communes. Hier, le lundi, le ministre a déjà pris la mesure de la situation en demandant à ce que bon, on puisse aller on puisse étendre vers les zones qui vont être impactées. Donc pour nous, si tout est parce que le maraîchage se fait partout, dans presque toutes les communes, surtout au sud ici, la production, la culture maraîchère dans les zones périurbaines, ça fait que pratiquement dans toutes les communes, et ça se fait. Donc, si toutes les communes peuvent être prises en compte, c'est un premier point de souhait qu'on aurait exprimé. Et deuxième chose, vous l'aviez dit, c'est M. Lazare qui l'a rappelé le lundi quand on était avec le ministre. Aujourd'hui, le développement du maraîchage ne peut pas se faire sans la question de maîtrise de l'eau. Et nous avons la chance, dans le pôle 7, où on est encore dans une large mesure dans le sédimentaire côtier, où la mobilisation de l'eau ne pose pas beaucoup de problèmes partout, dans presque toutes nos communes, à l'exception de quelques communes dans le Mono. Si je vais vers Koyogwe, Boupa, là-bas où l'hydrogéologie n'est pas toujours favorable, à part cette zone-là, partout, la mobilisation de l'eau peut être chose facile. Et il est important, quand on veut parler de maraîchage, qu'on puisse mettre l'accent sur le développement des équipements pour la maîtrise de l'eau, pour l'irrigation, pour permettre la production maraîchère porte tout son qualificatif de culture à haute valeur ajoutée, surtout lorsqu'elle est pratiquée en contre-saison. Est-ce que vous voyez? Et pouvoir la pratiquer en contre-saison, ça passe absolument par la question de maîtrise. Donc, qu'un point d'honneur soit donné à la prise en compte du développement des équipements d'appui à l'irrigation, la petite irrigation au niveau dans la phase d'extension. Et bien entendu, les performances de la filière, ça passe par le matériel de plantation de bonne qualité. On l'appui pour les semences de bonne qualité. Voilà les points en matière d'intervention pour l'extension sur lesquels nous on aurait souhaité que la phase de formulation là vraiment prenne en compte ces aspects-là. Mais pour ce qui reste, gestion logistique, choses là, bon, on n'a pas
de requêtes spéciales à faire, mais comme structure qui est appelée à gérer tout ça là, si on peut nous accompagner pour renforcer nos capacités en matière de disponibilité pour assurer la mobilité de nos équipes ou pour être sur le terrain, vraiment, ça nous fera plaisir. Pas de matériel roulant. Padam nous a déjà aidé avec un véhicule qui est mis à la disposition de la TDA. Mais si dans le cadre de l'extension, on peut avoir encore un, ce ne serait que pour renforcer notre mobilité, notre aptitude à être aux côtés des acteurs pour pouvoir répondre favorablement aux sollicitations qui sont attendues de la TDA. Je centralise toutes les interventions du projet au niveau des 15 communes et on capitalise ça dans nos interventions. Et ça veut dire toutes les actions qui sont menées. Je suis informée, on travaille ensemble et il faut ajouter aussi la FENOMA. C'est en lien avec la FENOMA que nous travaillons. Les appuis, les équipements mis en place, le PADMA nous sollicite et on les accompagne, que ce soit les renforcements de capacité et tous les problèmes, en tout cas toutes les interventions, ils nous informent. Et donc, nous capitalisons tout ça dans nos rapports et autres. Donc, ils nous accompagnent aussi dans nos cadres de concertation. Nous avons des sessions de cadres de concertation où tous les acteurs sont invités et on partage les avancées de la filière au niveau du pôle. Et aussi, la prise en compte, par exemple, des contraintes. Je prends le cas, par exemple, de la salinité au niveau de la zone côtière, et qui sont des aspects très importants dans l'augmentation de la productivité au niveau de notre pôle. Donc, ils ont pris ça en compte. Et puis, les renforcements de capacité des acteurs et puis certains cadres aussi. Et aussi, dans l'intégration des 15 TSM PADMA que nous avons dans notre pôle, que ce soit leur rapport, les activités planifiées, nous sommes informés à travers les chefs cellules communales et il y a un suivi qui est planifié pour voir la mise en œuvre de ces activités. Et au niveau central, il y a les facilitateurs de table filière aussi qui nous accompagnent. Mais dans cette intervention que je voulais poser, j'ai une petite doléance, c'est par rapport surtout aux interventions, surtout la cellule suivi évaluation de PADMA. Il faut qu'on améliore vraiment la synergie d'intervention dans l'harmonisation des outils de rapportage. Ça facilite la capitalisation de leurs interventions. Parce que nous avons, que ce soit au niveau de la technique, nous avons des techniciens spécialisés en maraîchage. PADMA aussi a des techniciens spécialisés en maraîchage. Donc au niveau de la cellule communale, il faut harmoniser les outils de rapportage pour ne pas fatiguer les producteurs. Donc c'est une préoccupation qui me tenait à cœur aussi. Et aussi accompagner surtout, parce que le DG l'a dit, le maraîchage, si on prend une commune, c'est presque toute la population qui fait l'activité. Donc la collecte des données est souvent compliquée. Et pour ça, le PADMA a su bien faire en mettant en place des maraîchers relais qui accompagnent les techniciens. Donc il faut qu'ils soient vraiment outillés, équipés pour nous aider dans la collecte des données. La collaboration avec le PADMA va au-delà des magasins de construction et inclut d'autres infrastructures. Ce serait lesquelles? La deuxième, elle est relative au processus de construction des magasins de stockage et boutiques d'intrants. Le processus a connu un retard en raison des questions foncières. Il fallait sécuriser d'abord les sites, il fallait obtenir le site et jusqu'à présent, en fait, à présent, on voudrait savoir à quel niveau
le processus se trouve. Et par rapport à la question de sécurisation des sites, qu'est-ce qu'on peut, si le modèle, s'il faut répliquer dans le cadre de l'extension, qu'est-ce que vous pensez, sur quel levier pourrait-on agir? Comment faciliter ou éviter que cela soit encore une contrainte, cette question de sécurisation des sites? Et puis, la dernière en rapport avec ça, c'est de savoir quelles sont les capacités dont l'ATDA dispose pour pouvoir conduire tout le processus. Non seulement la passation de marché, si c'est le cas, mais également tout ce qui est comme supervision ou peut-être contrôle, qu'est-ce qui est prévu, est-ce que c'est le cas. Ça inclut également toutes les questions d'accompagnement, de formation des bénéficiaires dans l'utilisation ou d'organisation dans l'utilisation du magasin. Merci. Merci. Dans les communes non PADMAR de l'ATDA, comment l'ATDA se démerde pour offrir des prestations aux maraîchers? Alors, dans la même veine, pour les perspectives, en termes de renforcement de vos capacités d'intervention, est-ce que vous aurez besoin de ressources humaines compétentes? Une manière de dire encore, sans les TSM, est-ce que vous pouvez mieux encadrer nos bénéficiaires maraîchers sans les TSM? Ma deuxième préoccupation, vous avez connu la convention PADMAR. Vous avez connu le protocole. D'accord. S'il faut continuer la collaboration entre PADMAR et ATDA, qu'est-ce que vous aurez choisi et pourquoi? On est en milieu périurbain et la terre prend rapidement de la valeur, le besoin d'habitation et le besoin en logement est fort. Comment est-ce que on arrive à sécuriser les périmètres que nous dédions à l'activité maraîchère dans les milieux périurbains pour garantir la durabilité de l'investissement qu'on est en train de faire? Quelles sont les communes que vous proposeriez à la mission et où la mobilisation de l'eau n'est pas du tout chère? Sur la qualité des aménagements qui sont réalisés et leur fonctionnalité. Le PADMAR finance justement ces aménagements. Vous accompagnez les producteurs qui les utilisent. Comment vous voyez la qualité de ces aménagements et également s'il y a des améliorations à faire sur ces aménagements, sous quel angle verrez-vous ces améliorations-là? Le second point, mon collègue Goumban l'a abordé, c'est la dimension périurbaine de l'activité maraîchère dans la TDA Pôle 7. Cette dimension périurbaine, il l'a vue sous l'angle de la sécurisation foncière en lien avec la pression urbaine. Mais l'autre dimension, c'est le marché. Le marché urbain est proche, mais quelle pourrait être la différence du type de production en zone périurbaine et du maraîchage qui serait hors périurbain? Autrement, quelles sont les exigences du maraîchage périurbain que vous vivez que les autres ATDA peut-être ne vivent pas? Et la question serait, est-ce qu'une culture sous serre dans la zone ici ferait sens en tant qu'ATDA? Ferait sens dans la mesure où la serre coûte cher, elle est exigeante en utilisation. Est-ce que ça peut faire sens dans la zone ici? Et pour peut-être terminer, c'est la dimension justement périurbaine et de proximité du marché
en lien avec la conservation des produits et leur transformation. Parce que si on transforme des produits, ce sera beaucoup plus pour le milieu urbain, qui absorbe beaucoup plus les produits transformés. Si on veut conserver, ce sera pour le milieu urbain. Comment vous voyez? Parce que vous voulez que le maraîchage s'étende à toutes les communes. Ça va exploser les quantités. Comment voyez-vous et la conservation et la transformation des produits maraîchers liés à votre positionnement géographique proche de la ville? En tout cas, en ville pratiquement. L'autre aspect, c'est la question de la salinité de l'eau. Si on augmente les superficies, on va augmenter le pompage, la sollicitation. Ça va augmenter la salinité. Est-ce que vous avez un aperçu sur les seuils de salinité qu'il faut avoir à l'œil, des seuils à ne pas dépasser? Si oui, quels sont ces seuils? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on en est loin? Parce que cette dimension est quand même capitale. Si on salinise les eaux souterraines, si on arrive à une salinité, un certain seuil de salinité, il y a des variétés qui ne pourront pas tenir. Si c'est le cas, est-ce que vous avez une vision des tendances où on pourrait arriver à un seuil de non-retour? Donc voici à peu près quelques aspects. Je pense que l'harmonisation des outils dont Madame a parlé, ça vaut la peine qu'on regarde. À partir du moment où le ministère, les interfaces sont possibles entre le PROCAR et le ministère, comment ne pas créer ces mêmes interfaces entre le PROCAR et les ATDA de façon à faire une connexion et éviter qu'on fasse un double comptage et un double travail. Si c'est le cas et si c'est des questions de base de données qu'il faut gérer, il faut savoir comment les gérer. Si c'est une question d'informations à collecter, c'est de voir quelles sont les informations que souhaitent ces bases de données pour qu'on voit en collecte unique et gestion unique et non en collecte et gestion séparée qui augmentent les coûts, qui fatiguent les agents et qui ont des risques de répétition ou de contradiction. Donc je m'arrête là. Je vais pour ça peut-être donner la parole à Madame Victoire d'abord pour les questions de gestion, conseil aux exploitations, gestion des exploitations, appréciation de ce qui est fait sur le terrain, collaboration TSM, PADMA, TSM, ATDA et les autres aspects qui relèvent un peu d'analyse stratégique. Je vais revenir sur ça. Au début, tel que l'a dit le DG, ils étaient à leur propre compte, en quelque sorte. Donc, à part le problème des TSM, je continue avec les autres. Okay. Et le cas de la dimension, je vais prendre le problème de l'agriculture, le maraîchage périurbain. Et vous l'avez su bien le dire, la TDA 7 a une grande partie de zones urbaines. Nous sommes proches des grandes villes, le marché est accessible et aussi de part et d'autre les frontières et autres. Donc c'est ce qui fait que, on ne va pas revenir sur les problématiques, la production est intensive. Donc il y a plus d'utilisation des intrants, que ce soit les engrais organiques, minéraux. Donc c'est tout ce dispositif qui agit sur nos sols aujourd'hui. D'où le problème de salinité que nous avons, ce qui nécessite l'utilisation des variétés adaptées dans ces zones si on veut vraiment augmenter la production et les rendements afin de satisfaire aux besoins de la population et augmenter aussi les revenus des bénéficiaires. Donc, nous avons pensé
à explorer les nouvelles pistes de technologie améliorées, d'où l'utilisation des systèmes hors sol, les serres dans ces zones, parce que les légumes sont périssables et tout le monde veut des légumes frais. Si on prend les laitues et autres, il faut que ça soit frais pour que la population puisse consommer. On ne peut pas quand même laisser là où il y a le grand nombre de populations, ne pas leur donner, ne pas leur faciliter l'accessibilité et les abandonner pour aller carrément dans les zones urbaines et rurales. Donc, cela nécessite vraiment l'amélioration de nos technologies en pensant aux serres, les systèmes de hors-sol et autres. Même l'agriculture verticale aujourd'hui, pour pouvoir rendre disponibles les produits aux populations. Madame, est-ce que vous avez regardé la question du coût Bien de sûr. ces innovations? Oui, et oui. En lien avec le marché, est-ce qu'il y a une rentabilité que ça peut donner? C'est surtout cette analyse qui... Oui. Parlant de rentabilité, c'est vrai, tel que je l'ai dit, que nous travaillons aussi avec les structures de la recherche où PADMA a pu dans la mise en place des serres. Eux-mêmes, ils ont étudié. Par exemple, si on prend la technologie de serre, il faut avouer que ce n'est pas trop rentable. Ce n'est pas trop rentable. Mais au-delà de ça, les hors-sols que nous avons, ça peut permettre quand même de régler les problèmes de salinité ou autres à moindre coût. Et dans certaines mesures, pour penser à la durabilité, on peut aller vers les serres. Parce que hors sol, c'est bon, mais il y a quand même les problèmes de ravageurs et autres là qu'on n'arrive pas encore à maîtriser à ce niveau-là. Donc, c'est quand même nécessaire. Il y a vraiment le problème de coût. C'est pourquoi même que ce soit à la TDA, nous pensons aux subventions de ces équipements-là aux maraîchers, soit à 50%, 25%, quand même pour réduire un peu les coûts de production. Aussi les intrants qui accompagner les autres maillons, par exemple les producteurs, les fabricants de compost, les biofertilisants et autres, pour pouvoir réduire un peu le coût de production. On peut parler de deux types, par exemple les zones où nous avons les puits tubés. Et là, on n'a pas trop de soucis. Mais les zones de vallée, c'est des aménagements, en tout cas. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais chaque fois, il faut reprendre quoi. Il y a souvent l'eau ou bien les plantes, malgré les aménagements, les plantes manquent encore d'eau. C'est qu'on a toujours des poches de sécheresse, malgré la mise en place des plantes surlevées ou autres. Il y a toujours un petit souci là où, à un moment, à un instant T de l'année, les gens de ces zones-là se plaignent. Il y a l'eau, mais la plante manque d'eau. Donc, je ne sais pas, c'est ce qu'on a souvent comme difficulté. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est... Le problème qu'on veut régler, c'était le problème d'engorgement. C'est ça la contrainte majeure. C'est ce qui a amené à penser à la technologie des plantes surélevées, qui était déjà une solution endogène que les gens utilisaient dans la localité pour pouvoir faire cela. Lorsqu'on le fait, on fait ces aménagements-là, la terre, ça réduit la période la période durant laquelle le terrain reste sous eau, et ça rallonge la durée d'exploitation pour le producteur. Mais tel qu'elle a dit, les cultures maraîchères sont des plantes qui ont ce qualificatif-là d'être des plantes fragiles. Il faut faire que ce soit les légumes ou bien la tomate, c'est des plantes fragiles qui ont besoin de soins vraiment intensifs. Et c'est au vu de cela que, bon, lorsqu'on a réglé le problème de submersion, d'inondation prolongée, pour produire de façon intensive, il peut y avoir à des moments donnés au cours de l'année où on a besoin de faire de l'irrigation d'appoint.
la consolidation dans ce sens peut aller dans le sens de dire, bon, lorsqu'on a fait ce type d'aménagement, il faut mettre des motopompes aussi à disposition pour que, au cours de l'année, lorsque les plantes se retrouvent en situation de stress, de manque d'eau, l'eau étant à proximité dans la vallée, l'eau est là à proximité, on peut pomper avec des raccords pour pouvoir suppléer à ce qu'il a été dit. Ça peut être des axes de renforcement de choses là. Bon, pour ce qui est des aménagements en ville, parfois on a beau faire le forage, mais compte tenu des emblavures que le producteur veut faire, la capacité de forage peut se révéler insuffisante par rapport à l'emblavure. Est-ce que vous voyez? Mais là, je pense qu'on n'a pas, on peut pas, comment dire, on ne peut exploiter les ressources qu'à la hauteur de leur capacité. Si le forage qui est réalisé à un débit exploitable de temps et au regard des besoins en eau, ce débit-là peut permettre de couvrir les besoins en période critique pour demi-hectare. Il ne faut pas conseiller aux producteurs d'emblaver 1 hectare. Quand on est dans ce sens-là, il peut se retrouver dans une situation où il a engagé les dépenses pour installer la culture, mais il n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir faire. Donc, l'accompagnement la valorisation doit être accompagnée d'un encadrement pour avoir l'information technique juste. Si le producteur sait, on lui a donné expliqué à l'avance que si tu veux produire en contre-saison, les capacités de forage que tu as ne peuvent pas te permettre d'emblaver au-delà de 2 hectares. Il faudrait qu'il ait l'information d'abord. Il ne faudrait pas qu'il pense que, bon, une fois que j'ai forage, c'est assurance tout risque par rapport à l'eau. Mais il faudrait que ça soit couplé avec l'information, l'emblavure que ça peut faire. Son domaine peut faire 5 hectares, mais le forage qu'il a, s'il met les cultures en place en contre-saison, peut-être que ça peut lui permettre de couvrir les besoins pour 1 ou bien demi-hectare. Il faudrait qu'il y ait l'information pour... Et en contre-saison, en emblavant petitement aussi, c'est-à-dire modestement, avec tout le soin qu'il faut, tu peux sortir un volume de production qui va te permettre, compte tenu des avantages économiques que tu as en sortant de ta production, de rentabiliser plus que celui qui a produit en situation, en culture ordinaire sur 5 hectares. Donc, c'est des aspects comme ça dont il faut qu'on tienne compte également en matière de gestion, de valorisation de ces infrastructures-là pour faire chose. Bon, pour nous, M. Lazare a demandé l'intensification, mais l'extension par rapport à quoi? Il y a des endroits où l'appui a permis de mettre en place le fourrage. Mais le renforcement, l'intensification peut aller... C'est pour aller aux toilettes, directeur? C'est pas pour toilettes? Ok. Si on a l'intervention au niveau du site, c'était contenté de réaliser l'ouvrage de mobilisation de l'eau, et l'eau est là. Et pour permettre à ce que ça soit mieux valorisé, on a besoin de mettre maintenant le système soit des kits de goutte à goutte ou bien des bandes de ce qui est utilisé d'ordinaire maintenant par les maraîchers, les bandes perforées pour pouvoir faire chose là. Oui, l'accompagnement peut aller aussi dans ce sens-là. Mais également, s'il y a la possibilité de faire plus. Vous avez déjà acheté ma proposition de tenir compte des endroits où on avait identifié avec promesse d'intervention, n'a pas fait chose là. Ça, je suis d'accord. Bon. Maintenant, s'il y a possibilité d'aller plus vers d'autres localités également, ça dépend de l'évaluation des coûts, de ce que la cagnotte disponible pour l'extension peut permettre de faire. Ce que nous avons dit, aller vers toutes les communes, ça reste un souhait. Mais il faudrait qu'on questionne les ressources en présence pour voir qu'est-ce qu'on peut faire effectivement de façon avec toute la technicité que cela requiert pour voir
relever les contraintes qui se posent aux sites qui sont identifiés. Ça va être une analyse en dernier et ressort. Oui, mais si on suppose qu'on a des ressources, où est-ce qu'on irait en priorité? Oui, là où on irait, pour moi, j'ai tendance à dire, l'activité se pratique partout. J'ai juste fait remarquer les zones où la mobilisation de l'eau est un peu compliquée. J'ai parlé de certaines communes dans le Mono qui sont dans le Bopa, Boyogbe, là où on arrive à avoir la mobilisation de l'eau, les profondeurs où ça se retrouve, ça peut hypothéquer la rentabilité en matière de coût de pompage parce qu'on est au-delà de 50-80 mètres de profondeur pour les forages qui sont les programmes productifs dans ces localités-là. Voilà. Donc, bon, peut-être une analyse en dernier ressort beaucoup avec un certain nombre de paramètres fixés peut permettre de faire le suivi, mais a priori, en dehors des zones dont j'ai parlé où la mobilisation de l'eau peut être un peu constituer une limite là, la chose est possible partout où l'eau peut être mobilisée avec une relative aisance là. Et les gens sont dans l'activité. Les gens sont dans l'activité. Donc, quand ils sont dans l'activité, il y a un appui qui vient pour permettre à intensifier ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'irait que dans le sens d'améliorer ce qui se fait à ce niveau-là. La question sur l'utilisation des serres. Oui, Victoire parlait de l'avantage qu'on a à aller vers cette technologie en faisant le bémol que ce n'est pas rentable. Mais je ne voudrais pas aller dans le sens d'affirmer que ce n'est pas rentable parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de collecter réellement les données d'analyse par rapport à ça. Mais il y a des indicateurs. Des indicateurs qui sont que des privés qui se sont installés, qui le font. Dans notre pôle ici, nous avons à Calavi ici quelqu'un qui s'est installé, qui fait la production sous serre. Et pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes, notamment par salinité, et avoir la possibilité de produire et d'avoir des légumes frais pour répondre à une exigence de marée. Ça constitue des indicateurs de ce que la chose, et surtout quand le privé, des particuliers sont déjà là-dessus, oui, on va me dire que oui, celui-là, il a les ressources pour pouvoir le faire. Et si l'État, qui a l'obligation d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population, comprend et on lui explique que c'est une voie de sortie, une manière pour régler les problèmes là, on peut venir en appui aux acteurs en compensant le surcoût pour pouvoir faire la production. Et ça fait partie de ce qu'on dirait des investissements pour assurer la souveraineté de l'État par rapport à cette affaire. Et c'est à ce titre que nous avons la TDA, même dans le cadre de la mise en œuvre dans le cadre du PNDF, le Programme national de développement des filières agricoles, et justement sur incitation du ministre de l'Agriculture qui nous demandait d'aller au-delà de sortir des sentiers battus et d'apporter de technologies nouvelles qui permettent vraiment d'aller de l'avant. Nous avons déjà inscrit dans notre plan de travail là, de pouvoir réaliser à titre expérimental ces équipements-là au niveau de certains nombres de producteurs dans le pôle, histoire après réalisation, de suivre et de pouvoir collecter des données pour être à même d'affirmer si oui ou non la chose est rentable ou pas. Sur combien, quelle est l'envergure de cette... Bon, on a prévu de réaliser on a réuni 3 serres de 300 mètres carrés. On est dans le processus de mise en œuvre. C'était budgétisé depuis l'année passée, mais c'était les processus de mise en œuvre avec
nouvelle réforme de mise en œuvre des PNDF qui veut que ça soit fait par le pôle leader. Puis le PNDF maraîchage, c'est piloté par le pôle la TVA 1 qui a le lead du maraîchage. Mais le pôle 7 a une plus grande contribution à la production nationale. Mais c'est chez nous, compte tenu de la proximité avec les grandes villes qui justifie l'utilisation de pareilles technologies-là, que ça a été budgétisé ici. Et si tout marche bien, on doit pouvoir installer ça au cours de cette année. Les dossiers techniques sont déjà montés. Le processus d'identification de paysans leaders chez qui on va installer a été déjà conduit sur la base de la capacité de ces derniers-là. Il y a une part contributive qu'on leur demande aussi. Il y a une part contributive qu'on leur demande aussi pour pouvoir le faire. Donc il y a tout ça là qui a été analysé. On a déjà retenu les producteurs qui vont abriter la technologie. Il ne reste qu'à conduire le processus de passation des marchés pour passer à la phase de réalisation d'installation.